Alors bonjour à tous et bienvenue à la Maison de la Chimie en ce dimanche après-midi d'automne. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Alors donc ce débat est une première, donc il va opposer des adversaires et des défenseurs de la théorie de l'évolution. Donc qu'est-ce que la théorie de l'évolution en quelques mots pour laisser place au débat ensuite. Donc la théorie de l'évolution affirme que les êtres vivants descendent tous les uns des autres et que par conséquent il y aurait parmi les ancêtres de l'homme des animaux. A l'inverse, les anti-évolutionnistes affirment que les êtres vivants ont été créés séparément les uns des autres. Donc dans le cadre de ce débat, on abordera plusieurs questions. L'évolution biologique est-elle une réalité scientifique? Est-il possible d'en douter? Est-elle définitivement établie? Et enfin, l'évolution est-elle compatible avec la Bible ou le Coran? Alors je vais vous expliquer rapidement les modalités de ce débat qui se déroulera en 3 parties. La première partie donc verra les interventions par ordre, puisque c'est le tirage au sort qui a désigné John Stone comme premier intervenant, qui est évolutionniste. Suivra ensuite Dominique Tasso, anti-évolutionniste, puis Nidal Guessoum, évolutionniste, et enfin Oktar Babouna. Je ferai tout à l'heure une présentation, une biographie des différents intervenants. Donc la première partie verra ces intervenants effectuer une présentation de 10 minutes chacun. Sauf pour Oktar Babouna qui lui aura 5 minutes en plus en raison de la traduction de son intervention qui se fera de l'anglais vers le français. La seconde partie verra les interventions de Dominique Tasso, John Stone, Oktar Babouna, Nidal Guessoum, donc toujours les mêmes intervenants. La différence de la première partie, c'est que dans cette seconde partie, les intervenants auront 5 minutes chacun pour réagir, commenter, critiquer les interventions précédentes. Enfin, la troisième partie sera, elle, consacrée aux interventions des professeurs invités que sont Marc Godinot et Pierre Rabichong. Enfin, à partir de 17h, on effectuera une pause entre 17h et 17h15 et on donnera la parole au public pour des questions. C'est pourquoi on a dû vous distribuer à l'entrée des demi-feuilles A4 sur lesquelles vous mettrez vos questions que je lirai moi-même aux intervenants. Donc ça sera aux environs de 17h15 et on conclura vers 18h, 18h15 au plus tard. Alors je vais commencer par présenter les différents intervenants. Alors John Stone, ici à ma gauche, qui est maître de conférence à HEC, philosophe des sciences. Vous êtes diplômé en mathématiques, en informatique, en sciences politiques et en management. Vous possédez également un diplôme d'études approfondies en paléontologie humaine du Muséum national d'histoire naturelle, obtenu sous la direction de Henri Delumlé. Dominique Tasso, donc vous êtes également, je vais le signaler, auteur d'un best-seller, pour ceux que ça intéresse, qui s'intitule « Notre existence a-t-elle un sens ?» aux éditions Presse de la Renaissance, mais également un ouvrage qui traite des questions qu'on va aborder aujourd'hui, qui s'intitule « Au-delà de Darwin » aux éditions Jacqueline Chambon. Le second intervenant, Dominique Tasso, donc vous êtes ingénieur des mines de Paris, docteur en philosophie, auteur de L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi aux éditions Pierre Tecky. Vous êtes également président du CEP, le Centre d'études et de prospective sur la science. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Le CEP. Donc Nidal Guessoum, qui est à ma gauche, donc astrophysicien, connu notamment des téléspectateurs d'Ouma TV. Donc vous êtes astrophysicien, docteur de l'Université de Californie à San Diego. Vous avez travaillé durant 2 ans en tant que chercheur au Goddard Space Flight Center de la NASA. Vous êtes actuellement professeur de physique à l'Université américaine de Sharjah aux Émirats arabes unis, dont vous êtes le vice-doyen. Et vous êtes auteur de Réconcilier l'islam et la science moderne, l'esprit d'Averroès, paru aux éditions Presse de la Renaissance. Je crois savoir qu'il va faire l'objet d'une seconde réédition. Inch'Allah, comme on dit. Alors, à ma droite,
Oktar Babouna, donc vous êtes le représentant de Haroun Yahya. Vous êtes neurochirurgien, co-auteur du livre Science, évolution et foi, sélection naturelle ou action divine. Vous êtes également le représentant de Haroun Yahya, auteur du fameux Atlas de la création aux éditions Book Global. Enfin, les professeurs invités, donc qui auront 5 minutes, peut-être un petit peu plus pour intervenir, pour réagir aux réactions des 4 autres, des 4 intervenants précédents. Donc Pierre Rabichoun, vous êtes neurologue, professeur émérite et doyen honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, vice-président de l'Académie mondiale des technologies biomédicales à l'UNESCO, et vous êtes l'auteur du livre Le programme Homme aux éditions Presse universitaire de France. Enfin, Marc Godinot, donc, qui se trouve juste à côté de Jean Stone. Vous êtes paléontologue, spécialiste de l'évolution des primates à l'école pratique des hautes études. Alors je vais demander tout de suite à Jean Stone de se lever, de se diriger vers le pupitre pour une première intervention de 10 minutes, qui est donc celle de la première partie. Bonjour à tous. Donc, la question qui nous rassemble, c'est peut-on douter de l'évolution? Et je reprendrai en entrée ce qu'a dit Saïd Branine, c'est que effectivement l'évolution ne signifie rien d'autre que les organismes sont issus par les liens de la descendance. Cette définition ne dit rien au sujet du mécanisme du changement évolutif, ce qui veut dire que le darwinisme et l'évolution sont deux choses différentes. Le darwinisme est une tentative pour expliquer l'évolution, mais il y en a eu d'autres, et bien évidemment. Donc, ceci étant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ce que je vous propose, c'est une démonstration par l'absurde. Nous avons des anti-évolutionnistes qui doutent de l'évolution, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si on doute de l'évolution, on arrive justement à des absurdités. Je vais donc suivre l'Atlas de la création d'Haroun Yahya et un ouvrage de Dominique Tasso qui s'appelle À l'image de Dieu, et nous commençons par la sortie de l'eau, où effectivement, Haroun Yahya nous dit « Pas le moindre fossile prouvant l'existence d'une créature moitié poisson, moitié amphibien n'a jamais été trouvé. » Alors pendant des années, on avait des créatures comme ça, Archantostega, qui semblent déjà être des créatures terrestres, mais qui pour les spécialistes ne marchaient pas vraiment. Mais un anti-évolutionniste peut dire, bon, c'est déjà une créature terrestre. Voilà. Mais regardez ça, en 2004, seulement 2004, 3 ans avant l'apparition de l'Atlas de la création, on a trouvé le Tiktaalik dans le nord du Canada, qui, comme vous le voyez ici, a une tête plate, un peu comme, vous voyez, déjà un reptile, un crocodile là. Il a effectivement des épaules, il a un cou, ce qu'aucun poisson n'a, et il a des protopas qui pourraient absolument pas marcher avec, mais il y a un coude, voyez-vous. Aucun poisson n'a évidemment de coude sur ses nageoires. Et si on analyse, vous voyez ici le Tiktaalik dont je vous parle, voilà l'Archantostega que je vous ai montré avant, il a déjà 8 doigts ici, mais ici c'est des poissons avec des nageoires, et là vous voyez exactement le fossile de transition parfait, car il a encore une nageoire, mais il y a déjà les embryons de ce qui va devenir les doigts ensuite, vous voyez, chez l'Archantostega. Donc évidemment, là, on peut pas, il est sorti en 2004, donc on peut pas trop le reprocher à Haroun Yahya, mais en tout cas, il y a un fossile de transition parfait entre les poissons et les batraciens. Ce que nous allons maintenant regarder, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est entre les reptiles et les mammifères. Alors les reptiles ont une mâchoire avec 2 os, vous voyez là, angulaire articulaire et là un os qu'on appelle le carré qui est sur le crâne. Tandis que les mammifères ont directement la mâchoire qui s'articule au crâne et ils ont 3 petits os dans l'oreille interne. Donc ces 3 petits os, on pense qu'ils viennent de ces 3 os-là. Donc la logique c'est de dire, mais attendez, comment c'est possible? Comment vous pouvez évoluer de là à là? Vous aurez un animal qui à un moment ne pourra pas manger puisque sa mâchoire sera déformée et il ne pourra pas encore entendre, il n'aura pas d'oreille. Vous voyez. Et Haroun Yahya le dit dans un texte, j'ai cité sans vouloir le couper, je vais pas le lire en entier, mais c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il explique qu'il y a 3 os dans la mâchoire des reptiles et un seul, etc., 3 os dans l'oreille des mammifères. Et il dit, comment une oreille à un seul os peut-elle évoluer en une oreille à 3 os? C'est moi qui souligne. Ces questions demeurent à jamais sans explication. De plus, aucun fossile n'a jamais été trouvé pour établir le lien entre reptiles et mammifères. Aucun fossile. Mais là, ça fait 50 ans qu'on a des fossiles. Et on en a autant qu'on veut. On en a même tellement qu'on ne peut pas des fois différencier entre un reptile et un mammifère. C'est compliqué tellement ils sont des fossiles de transition. Ce sont des fossiles dits périodontes, qui, regardez bien, ont à l'avant l'articulation avec le crâne direct, comme chez un mammifère, et à l'arrière, il y a encore la trace des petits os, qui sont diminués, les os qui étaient là, qui sont accrochés encore ici à la mâchoire inférieure pour s'articuler avec le crâne. Mais le plus beau,
c'est que dans tout embryon de mammifère, et nous sommes des mammifères, dans tout embryon de mammifère, vous avez ça. Vous avez les deux petits os accrochés à la mâchoire inférieure qui migrent au cours du développement de l'embryon pour devenir les os de l'oreille interne. Ce qui veut dire que la preuve de la transition reptile-mammifère, on l'a en chacun d'entre nous. Non seulement vous avez autant de fossiles de transition que vous voulez, des fois on n'arrive même pas à les différencier entre reptiles et mammifères tellement c'est graduel, dans ce cas-là, hein, pas en tous les cas, mais en plus nous avons la preuve en nous. Donc vous voyez, quand on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les reptiles et les mammifères, c'est comme entrer dans une pharmacie et dire il n'y a pas d'antibiotiques. Donc évidemment, à ce niveau-là, vous risquez pas d'être crédible. Mais la grande question, évidemment, c'est la question de l'origine de l'homme. Et ici, la stratégie des anti-évolutionnistes va être de dire soit c'est un singe, par exemple l'Australopithèque c'est forcément un singe, donc il ne pouvait pas marcher debout, soit c'est complètement un homme. Et ici, par exemple, je cite Aruniaya, vous voyez, la grande similitude qui existe entre les structures squelettiques et crâniennes des australopithèques et des chimpanzés, en plus de la preuve établie, je souligne, preuve établie que ces créatures ne marchaient pas debout, a causé d'énormes difficultés aux paléoanthropologues. Ou Tasso, la forme du squelette montre à l'évidence que Lucie ne pouvait se tenir debout, Lucie, le fameux australopithèque. C'est exactement l'inverse, comme je vais vous le montrer. Regardez, un bassin de singe, vous voyez, c'est un bassin très allongé. Et le bassin humain est en coupole, c'est une coupole pour soutenir. On peut marcher droit parce que nous sommes soutenus par notre bassin. Sinon, on pourrait pas. On pourrait absolument pas marcher droit. Et regardez, le chimpanzé, lui, il peut pas marcher droit sauf quelques dizaines de mètres parce que justement, il a son bassin tout étiré. Tandis que le bassin de l'Australopithèque, Lucie, et notre bassin à nous est quasiment identique. Donc l'Australopithèque Lucie ne peut que marcher droit. Ce serait une torture abominable, ce pauvre Australopithèque, de le faire marcher comme un chimpanzé. Essayez de marcher vous comme un chimpanzé, au bout de 200 mètres, vous serez complètement mort de fatigue. Donc vous voyez, les Australopithèques ne peuvent que marcher debout, et c'est évident, quand vous voyez de profil un bassin humain, des bassins d'Australopithèque avec ces fameuses coupoles-là, et le bassin du chimpanzé qui, évidemment, n'a rien à voir. Donc vous voyez que quand on vous dit l'Australopithèque peut pas marcher debout, ou quand on vous dit que l'Australopithèque est une espèce de singe ordinaire sans la moindre caractéristique humaine, ça équivaudrait à dire que, effectivement, la bipédie n'est pas une caractéristique humaine, ce qui serait un peu étrange. Mais continuons là-dessus. Maintenant, après l'Australopithèque, donc fossile de transition entre les primates, parfait fossile de transition et, effectivement, les premiers hommes, qu'en est-il des premiers hommes? Eh bien, je vais vous dire, on peut toujours chipoter, ouais, c'est un fossile de transition, c'en est pas un, etc. La preuve ultime, elle est donnée par les anti-évolutionnistes. Quand un anti-évolutionniste dit « ça, c'est purement un singe », et que pour le même fossile, je dis bien le même fossile, un anti-évolutionniste, un autre, dit « ça, c'est purement un homme », eh bien, vous êtes sûr que c'est un fossile de transition. Démonstration, ici, il y a 6 anti-évolutionnistes en haut et 6 fossiles. En bas, tout le monde est d'accord, ou presque, pour dire que c'est un homme. En haut, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un singe. Mais les 3 du milieu, la moitié disent que c'est purement un homme, parce qu'ils regardent les caractéristiques humaines. Et l'autre moitié dit que c'est purement un singe, parce qu'ils regardent les caractéristiques simiesques pour le même fossile. Par exemple, le 1470 avec 750 cm3. Notez bien le 1470, parce qu'on va le retrouver. On le retrouve chez Dominique Lasso. Il dit, en parole de 1470, que Richard Leclerc a fait une découverte troublante, un crâne humain, 1470, c'est donc humain pour lui. Aruniaya, pour le même 1470, il passe une page à l'analyser, et il dit, toutes leurs caractéristiques anatomiques démontrent que ce sont tous des membres d'une espèce de singe. Donc pour Aruniaya, c'est purement un singe, pour Tasso, c'est purement un homme. Et ce fossile fait partie des Homo erectus, comme je vous le disais, et Tasso écrit « Aucun Homo erectus ne résiste à l'analyse, sous le triple rapport de la réalité des fossiles, de la bipédie, du lien ancestral avec l'homme », tandis que pour Aruniaya, il n'y a aucun doute, l'Homo erectus, c'est juste une race humaine un peu particulière. Donc, vous voyez, la preuve que l'Homo erectus est un fossile de transition, c'est eux qui la donnent, c'est pas moi, c'est eux. Enfin, évidemment, là, ils sont tous les deux sur scène, donc un des deux va devoir évoluer, ça va être intéressant, on va voir lequel, parce que, pour un anti-évolutionniste, mais bon, mais vous voyez, ils l'ont écrit, donc ils peuvent pas dire le contraire, et c'est pareil pour tous les anti-évolutionnistes. La moitié dit c'est un singe, la moitié dit c'est un homme. Donc c'est eux qui démontrent que c'est un fossile de transition, c'est pas moi. Pour Aruniaya, par exemple, le West Turkana 15000 ici, c'est purement un homme, et sur ça, c'est clairement un singe.
Ben, je suis désolé, mais c'est pas évident. Hein. Faut rencontrer ça dans la rue. Moi, je trouve que ça, c'est un peu plus bon. On va pas discuter. C'est des fossiles de transition tous les deux, évidemment. Et il y en a autant que vous voulez. Hein. Et puis, encore plus fort pour Dominique Tasso. Dominique Tasso nous dit, page 88 de son livre, on l'a vu, ça, c'est purement un homme, le 1470. Mais 2 pages plus loin, il dit, on peut pas appeler Homo erectus. Il suffit pas d'appeler Homo erectus un être d'une capacité inférieure à 12 200 cm3 pour le douer de conscience. En gros, il dit l'homme, c'est à partir de 1200 cm3. Voilà ce que dit Tasso. Et juste 2 pages avant, il dit, ça c'est un homme avec 750 cm3. Pourquoi? C'est aussi bien Tasso qu'Aruniaya. Vous comprenez, c'est pas une attaque personnelle. Oui? Une minute. C'est pas des imbéciles, non, pas du tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez critiquer l'évolution, vous vous prenez forcément les pieds dans le tapis. Alors, une dernière preuve, cette fois-ci directe, avant de terminer, c'est que vous avez ici les chromosomes de l'homme, il y en a 23, et les chromosomes du chimpanzé, il y en a 24. Et le chimpanzé a 2 petits chromosomes, 2A, 2B, et l'homme n'en a qu'un. Et on pourrait penser que ces 2 chromosomes ont fusionné dans l'ancêtre commun entre l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé et nous. Et bingo, c'est exactement ce qu'on peut prouver. Regardez ici, il y a un volant, dans chaque chromosome, il y a un volant, le centromère, et puis un feu rouge et un feu avant, vous voyez. Et ben là, vous avez tous les chromosomes de l'homme, de tous les singes, ils ont un feu avant, un feu arrière, un volant. Le chromosome 2 de l'homme, il a 2 volants, 2 feux avant, 2 feux arrière. C'est la preuve absolue, sauf avec d'une mauvaise foi inimaginable, que l'homme descend effectivement d'un primate qui avait les chromosomes A et B qui ont fusionné pour donner le chromosome 2 de l'homme, qui est unique dans tous les chromosomes, parce qu'il y a 2 volants, 2 feux arrière, 2 feux rouges, si on veut prendre la logique d'une voiture pour aller très vite. Je conclus. Voilà. Donc, conclusion, nier l'évolution est impossible au plan scientifique. Je vous ai démontré qu'en essayant de le faire, on accumule plus d'erreurs, de désinformation et de mensonges en un seul bouquin qu'il y en a dans tous les bouquins darwiniens depuis 150 ans, et Dieu sait s'il y a de la désinformation dans les bouquins darwiniens. Et enfin, dernier point, nier l'évolution, c'est aussi une terrible erreur au plan stratégique, parce que ça renforce de façon incroyable les matérialistes les plus durs et les plus fanatiques. Je vous remercie. Donc, j'ai demandé à Dominique Tasso de succéder à Jean Stone pour une intervention de 10 minutes. Est-il permis de dire que les chattes font des chatons? Alors, la question peut paraître saugrenue, mais elle ne l'est pas tant que ça, puisqu'il y a une catégorie de gens qui n'ont pas le droit de dire que les chattes font des chatons, ce sont les enseignants. Et ils n'ont pas le droit de le dire parce que ça contredit une théorie qui affirme précisément le contraire, c'est-à-dire que les espèces ne sont pas des réalités stables. Or, cette stabilité d'espèce, on en a la preuve tous les jours, et la preuve, on l'a même si bien que c'est dans les proverbes. C'est-à-dire que quand on veut dire que quelque chose n'arrivera jamais, on dit, eh bien, quand les poules auront des dents. Et ça n'est pas une spécialité française, parce que vous voyez qu'en Italie, on dit quand les ânes voleront, en Espagne, quand les grenouilles auront des poils, en Russie, quand le crabe sifflera. Ce qui est même intéressant, parce que c'est une fonction nouvelle. Si vous voulez, dans la lignée du crabe, on voit apparaître une fonction nouvelle, alors que dans les autres lignées, c'était plutôt des organes nouveaux. Mais quand on y réfléchit, une fonction nouvelle, un organe nouveau, une fonction vraiment nouvelle, c'est la même chose, parce qu'une fonction vraiment nouvelle demande un organe nouveau. Donc, on pourrait penser que cette simple allusion au proverbe règle la question, mais malheureusement, les proverbes ne sont pas reconnus par l'Académie des sciences. Donc, il faut... Voilà. Interroger les spécialistes, et justement, il y a à la Sorbonne, depuis maintenant un certain nombre de dizaines d'années, une chaire d'évolution des êtres organisés qui, dans les années 30, était occupée par Maurice Collery. Alors évidemment, quand on est professeur d'évolution, on enseigne l'évolution, mais comme l'évolution n'existe pas, on se trouve devant un problème. Et Maurice Collery, en 1930, a sorti un ouvrage qui s'appelle, tout naturellement, Le problème de l'évolution. Et il y a cette phrase très intéressante dans vos propos que je vous lis. Oui, les espèces actuelles sont stables, mais elles ne l'ont pas toujours été, autrement il faudrait recourir à un créateur pour expliquer l'apparition des êtres vivants. Donc cette phrase est très profonde, très courte, très claire, parce qu'elle pose effectivement le problème. C'est-à-dire que les espèces actuelles sont stables, mais on est obligé de croire qu'il n'en a pas toujours été ainsi, si on veut évidemment continuer de penser selon l'évolution. Alors, c'est ce que Collery expliquait en 1930, et on pourrait dire, 1930 c'est vieux, est-ce que maintenant c'est toujours le cas? Eh bien, vous avez deux
enfin deux spécialistes de la macroévolution, c'est-à-dire le saut, précisément, d'une espèce à une autre. Maynard Smith et Urs Zatmary, qui sont l'un un anglais qui est mort maintenant, et Zatmary était hongrois, qui ont enseigné en commun à Harvard, qui ont fait plusieurs livres co-signés. Donc ce sont des évolutionnistes vraiment de pointe, spécialistes de la macroévolution. Et dans un article de Nature, ils disent « Il n'existe aucun fondement théorique pour penser que les lignées évolutives deviennent plus complexes avec le temps, ni aucune donnée empirique pour établir que ceci se produit. » Alors quand on y réfléchit, aucun fondement théorique plus aucune donnée empirique, ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose, quoi qu'on ait pu dire il y a quelques minutes. Mais ça, c'était en 1990. Alors évidemment, on peut penser qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Eh bien, en ce qui concerne les fossiles, hein, je cite ici Niels Ehlers, qui est un paléontologiste américain, c'est avec Gould, qu'on a cité tout à l'heure, c'est l'un des fondateurs de la théorie de l'évolution par saut. Parce qu'évidemment, comme on ne trouve pas une évolution graduelle, eh bien, il faut imaginer qu'il y a des sauts. Or, il nous dit « C'est une vérité simple et inéluctable que virtuellement tous les membres d'un biota demeurent foncièrement stables avec des fluctuations mineures tout au long de leur durée. C'est-à-dire que le Tyrannosaurus rex est le même, quel que soit le terrain géologique dans lequel on trouve. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître les espèces fossiles exactement comme on reconnaît les espèces vivantes. Donc il y a des règles, on regarde l'anatomie, et avec l'anatomie, on sait à quelle espèce on a affaire. C'est-à-dire que les espèces on peut les décrire, et on peut les décrire précisément parce qu'elles sont stables. Donc les espèces fossiles furent stables. Les espèces vivantes sont stables. Ça, ce sont des spécialistes de l'évolution qui l'affirment. Hein. Donc, alors, évidemment, on peut se demander s'il en est vraiment ainsi. Et justement, à Maurice Collery a succédé Pierre-Paul Grasset, après la guerre, dans la chaire de... Alors là, ça s'appelait Biologie de l'évolution, à la Sorbonne. Et lui, s'est demandé si toutes les expériences de mutation qu'on a fait depuis un très grand nombre d'années, on a fait des dizaines d'années consécutives, des expériences sur la mouche drosophile, et puis maintenant on fait des expériences sur le colibacille, qui a eu un avantage considérable, c'est qu'il se reproduit en 20 minutes. Donc on est maintenant à plus d'1 million de générations successives sur le colibacille. Et résultat de ces expériences, eh bien, il n'est rien sorti de nouveau des bocaux à drosophiles. Autrement dit, on fait tout ce qu'on veut, on fait des rayonnements, on fait des attaques par produits chimiques, etc. Les drosophiles sont toujours des drosophiles et les colibacilles sont toujours des colibacilles. Et d'où cette phrase que Grasset, évolutionniste, écrit dans son livre sur l'évolution du vivant, « Nous avons le devoir de détruire le mythe de l'évolution, phénomène simple, compris et expliqué, qui continue à se dérouler rapidement sous nos yeux. » Ça veut dire que l'évolution telle que tout le monde la comprend, tout le monde, et je dirais presque tout le monde dans la salle, phénomène simple, compris, expliqué, qui continue à se dérouler rapidement sous nos yeux, eh bien c'est un mythe. Et c'est Grasset qui le dit. Alors, ça c'est la science qui avait parlé. Maintenant, la Bible a peut-être quelque chose à dire. Il faut quand même prendre conscience que la science a des limites. La science, c'est une création humaine et que Dieu, peut-être, peut nous dire quelque chose à travers les livres saints. Un des points fondamentaux dans la Bible, vraiment époustouflant, c'est le fait que « Et Dieu créa », alors les arbres fruitiers, les grands poissons, les volatiles, chacun selon son espèce. Cette phrase se répète 10 fois dans la première page de la Bible. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Bible s'est écrite de façon concise. Cette première page, c'est un texte très court. Quand quelque chose est répété 10 fois, ça veut dire qu'il y a une insistance vraiment extraordinaire de la part de l'auteur de ce livre sur ce point de stabilité des espèces. Alors, on pourra dire que le mot le mot mine en hébreu qui veut dire espèce, c'est pas forcément à chaque fois ce que les taxonomistes vont désigner pour une espèce, mais malgré tout, le mot mine a toujours été traduit par espèce, depuis longtemps, et Dieu a créé chaque chose selon son espèce. Donc on a là une indication quand même importante de la réalité des espèces.
Maintenant, il y a un autre point dans la Bible, c'est la formule « cela était bon ». Alors, le mot tov, qui veut dire bon, peut aussi vouloir dire beau. C'est-à-dire quand Dieu crée, Dieu est parfait, donc il crée les choses parfaitement, et il crée des choses parfaites. Et ça s'est répété 7 fois dans la première page de la Bible, 7 qui est le nombre de la perfection. Et par ailleurs, on peut lire « Dieu n'a rien fait de défectueux ». Alors là, il y a une objection directe contre l'évolution progressive. C'est-à-dire que la théorie de l'évolution, telle qu'elle est enseignée, c'est une évolution progressive. C'est-à-dire que dans une lignée qui n'avait que des êtres aveugles, un jour, quelqu'un se met à voir. Fantastique. Mais ça veut dire qu'il a quelque chose de plus que ceux qui sont avant. Ça veut dire que ceux qui sont avant étaient mal faits. Il leur manquait quelque chose. Cette idée qu'il y a des êtres dans la nature auxquels il manque quelque chose est une idée profondément injurieuse pour le Créateur. Et c'est pourquoi, justement, dans la Bible, on a juste cette affirmation, 7 fois, que Dieu a fait les choses bonnes. Et une autre indication, je crois, très importante, parce qu'elle est au fond du problème, peut-être même au fond du problème de nos sociétés, c'est que la Bible affirme la puissance créatrice absolue de Dieu. Alors ça, souvent, aujourd'hui, ça devient une difficulté. C'est-à-dire que les gens veulent bien de Dieu, mais ils ne veulent pas que Dieu soit Dieu. C'est justement le Dieu de la Bible, en tout cas, c'est un Dieu qui crée tout seul, il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de matière. Alors il peut utiliser une matière première, mais il peut ne pas en utiliser, il peut utiliser... il apporte un plan, il n'a pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois, comme un constructeur automobile qui fait des prototypes pour arriver à mettre au point son modèle. Non, quand Dieu crée, il crée bien du premier coup. Et il le crée en particulier, donc c'est la formule des Maccabées, Dieu a fait de rien toute chose, ainsi que la race des hommes. C'est-à-dire que l'homme ne descend pas du singe. Et vous avez une formule qu'on retrouve dans pas mal de passages de la Bible, hein, Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui est en eux, pour bien montrer que la création divine, c'est pas simplement la création de quelques atomes au début qui iraient se promener et zigzaguer dans l'atmosphère, mais c'est la création d'êtres réels, des êtres que nous connaissons. Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui est en eux. Il a fait les oiseaux, il a fait les poissons. C'est Dominique Tasso, précisé dans la Bible. Dominique Tasso, je vous demandais de conclure, parce que le temps imparti est dépassé. Voilà. Donc, juste une réflexion de Maurice Allais. Pour qu'une théorie soit vraie, il ne suffit pas qu'elle apporte une interprétation des faits, comme essaye de le faire la théorie de l'évolution. Il faut montrer qu'elle est la seule à pouvoir le faire. Et je conclurai par une formule du pape Pie XII, qui je pense fera l'unanimité ici d'ailleurs, qui disait aux étudiants de la Sorbonne en 1955, « Dans vos études, soyez convaincus qu'entre des vérités de foi certaines et des faits scientifiques établis, la contradiction est impossible. Mais encore faut-il que ce soit des vérités de foi certaines et que ce soit des faits scientifiques établis. » Merci à vous. Donc c'est au tour de Nidal Dessoum d'intervenir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Je voudrais continuer sur la lancée de la science d'abord, parce que dans la deuxième partie qui me sera allouée, les 5 minutes dans la deuxième partie, je parlerai de la compatibilité de la théorie de l'évolution, des faits de l'évolution avec la croyance islamique. Mais pour l'instant, restons-en aux faits scientifiques, parce que l'évolution, si elle tient ou si elle ne tient pas, ce sera sur la base de la science uniquement et de la science certaine et établie. Ce que je voudrais vous montrer, j'ai vraiment beaucoup de planches. Et pardonnez-moi si je vais aller assez vite sur certaines de ces planches, mais je vous montre le plan de mes idées tout de suite, pour que s'il y a certaines idées que je n'aurai pas le temps de développer, vous ayez l'occasion de m'en poser la question durant le débat. Alors, ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que ce que nous disent nos amis anti-évolutionnistes, non seulement scientifiquement est incorrect, et qu'il y a des preuves, et j'essaierai de vous montrer une série de preuves en continuation et en rajout de ce qu'a vous a montré Jean Stone, mais que dans certains cas, dans plusieurs des cas, ce qu'ils vous disent est en fait
incorrecte, même sur le plan de la méthodologie, c'est-à-dire les citations ne sont pas correctes, l'interprétation de ce que dit X ou Y n'est pas correcte, etc. Alors, leurs arguments, d'après toute ma recherche sur les objections des anti-évolutionnistes, se résument en cette planche ici. Donc, notez toute idée qui vous serait intéressante et que vous voudriez que l'on développe plus tard. Il y a l'absence de fossiles d'organismes de transition, ça, John Stone a déjà expliqué, je vous montrerai encore un peu plus. Ils disent, selon eux, il y a des présences d'animaux modernes dans de vieux fossiles, ça je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas le cas. L'explosion cambrienne, que j'expliquerai dans un moment, atteste, selon eux, de la création divine soudaine, à un certain moment précis, que Dieu a créé à ce moment-là toutes les formes, tous les organismes, tous les animaux, etc. Les mutations sont toujours destructrices, vous ne pouvez pas nous dire que les mutations vont produire de l'évolution, parce que les mutations ne font que détruire. On a une mauvaise mutation, on va être malade, on va avoir un cancer, on va mourir, etc. Les mutations n'ont jamais donné de progrès ou d'évolution positive. La probabilité de formation des protéines est nulle, ça c'est la fameuse planche que vous avez dû voir ou que vous trouvez sur Internet, je ne sais pas, on va peut-être même la voir aujourd'hui, que la probabilité de formation des protéines est de 10 puissance moins 950, souvenez-vous de ce chiffre, mais ça c'est complètement erroné. La thermodynamique contredit l'évolution, je suis physicien et je crois pouvoir parler de la thermodynamique, ça c'est archi faux. L'évolution ne peut pas expliquer l'origine de la vie, mais évidemment l'évolution n'a jamais parlé de l'origine de la vie, c'est un problème complexe, c'est un problème que la science est en train d'étudier, qui, moi j'en suis convaincu, sera éludé par la science à un certain moment dans plusieurs décennies ou dans plusieurs siècles, c'est très complexe, mais ça n'a rien à voir avec l'évolution, ni l'effet de l'évolution, ni la théorie de l'évolution. Donc il ne faut pas accuser une théorie de ne pas pouvoir expliquer quelque chose qu'elle-même ne se pose pas comme sujet de traitement. L'évolution est complètement aléatoire, ni en Dieu, je vous expliquerai que l'évolution n'est pas aléatoire dans la plupart de ces mécanismes, donc rien à voir à est-ce que Dieu peut être à l'origine de toute cette création évolutionniste ou évolutive. Et l'évolution est une théorie matérialiste, athée ou même athéiste, qui essaie d'exclure Dieu, de nous forcer à l'incroyance. Et ça aussi, je dirais que c'est complètement faux, que les évolutionnistes, il y en a beaucoup qui sont croyants, il y en a des centaines et des milliers, qu'il y a des prêtres qui sont croyants, il y a des musulmans qui sont croyants. Rien à voir, c'est une théorie neutre, totalement neutre. Et enfin, il y a beaucoup de citations déformées ou hors contexte, y compris certaines qui ont été distribuées dans le dossier de presse que vous avez eu. Alors, lorsqu'on vous dit Stephen Jay Gould a dit « lisez ce paragraphe », prenez bien garde, allez voir le contexte et la citation exacte de ce qu'a dit Stephen Jay Gould ou Richard Lewontin ou X ou Y. Très très souvent, le plus souvent, je n'ai pas encore trouvé une seule citation qui tenait la route de l'examen. Alors voici une planche de l'Atlas de la création de Haroun Yahya, qu'il n'y a pas de forme de transition, et vous voyez ce qu'ils entendent par les formes de transition. Voilà ce qu'on n'a pas trouvé. Évidemment, on ne trouvera jamais des trucs comme ça. Mais en plus de ce que vous a montré John Stone, regardez, je vais alors vraiment passer très très vite, mais tout ça, ce sont des fossiles établis, étudiés aujourd'hui. Ne remontons pas, s'il vous plaît, à 1930, encore moins à Darwin lui-même, 1859, ou même à il y a 50 ans, parce qu'aujourd'hui, nous avons la génétique. Aujourd'hui, nous avons des outils de résonance magnétique, nous avons des outils de rayonnement X, etc., où on peut vraiment étudier les choses et ne pas citer quelqu'un qui n'avait pas ces outils et qui donc regardait un fossile ou l'analysait de manière vraiment très primaire et disait on ne peut pas. Donc là, vous voyez, et autre chose que je veux vous montrer dans ces planches, c'est que je vous montre délibérément des fossiles, ensuite la reconstitution squelettique que vous trouverez dans les musées, et ensuite le dessin de ce que cet organisme ou cet animal ressemblerait ou aurait fait. Pourquoi? Parce que les anti-évolutionnistes, y compris tout le travail de Haroun Yahya, nous disent « Ah oui, mais tout ça c'est des dessins, ils vous montrent des choses comme ça, mais c'est des dessins. Ça n'a rien à voir, c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'ils ont trouvé. » Voilà ce qu'on trouve en haut. Voilà ce qu'on reconstitue, et voilà comment tous les outils que j'ai expliqués, la génétique, etc., nous permet de dire à quoi ressemblait cet animal et donc comment il a vécu et qu'est-ce qu'il a fait. Par exemple, celui-là est allé de la terre c'est un des ancêtres de la baleine, est allé de la terre vers la mer, et c'est pour ça que la baleine est un mammifère, etc. Et d'autres comme ça, mais alors vraiment il y en a des dizaines de ce genre. Vous voyez des squelettes parfois pratiquement complets et qu'on peut reconstituer, on peut voir. Certains sont disponibles dans les musées à voir. Certains, moi je les ai vus moi-même dans des musées aux États-Unis, en Chine, etc. Y compris des squelettes et des crânes humains.
qui remontent parfois à des centaines de milliers d'années, que j'ai vu moi-même. Les organismes de transition, tout ça. Alors, autre chose, c'est que toutes ces références que je vous montre, tout ce que je vous montre, ce sont tous des revues scientifiques les plus prestigieuses. Je ne parle que de Science, Nature, et parfois, à la limite, je prends des références de Proceedings of the National Academy of Sciences, qui sont vraiment, mais alors irréprochables dans le sens du refereeing, du reviewing, du traitement des données, etc. Alors, je vais vous montrer juste une quinzaine de références, dont certaines remontent à 1969, mais la plupart, comme vous voyez sur cette deuxième planche ici, tous des années 2000. Tous. Mais alors tous de Science, Nature, PNAS, qui est le Proceedings of National Academy of Sciences, Science, etc. Alors tout ça, c'est pour des organismes de transition que vous allez pouvoir lire. Mais vraiment, c'était vraiment formidable que, en venant hier, j'ai lu le tout dernier numéro de Science. Vous voyez la date 26 octobre 2012. Et j'ai trouvé deux articles dans ce dernier numéro, deux articles. Un qui traite de l'Australopithèque afarensis, ça c'est du C, qui a été cité plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on étudie là? On étudie l'os de l'épaule pour montrer comment elle arrivait vraiment à grimper et qu'elle était donc douée de cette, en même temps bipédie, mais en même temps cette capacité à grimper dans les arbres, etc. Donc ça c'est un article que vous pouvez consulter qui est dans cette semaine. Un autre article qui est les dinosaures, les petits dinosaures qui avaient des plumes mais qui ne volaient pas encore. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et regardez, voilà les fossiles, ici, ça c'est avant-hier, sorti avant-hier. Et voici donc le squelette pratiquement entier en haut. Et voici donc le dessin reconstitution de ce à quoi ressemblait cet animal. Donc si avec tout ça, avec toutes ces références et tous ces travaux, on peut nous dire à la fin il n'y a pas d'organisme de transition, alors là vraiment c'est incroyable. Alors voici ce que dit Francisco Ayala, qui est un évolutionniste distingué, plus de 200 papiers à son actif, qui est lauréat du prix Templeton il y a 2 ans, et ancien prêtre chrétien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les gaps dans la reconstruction de l'histoire évolutive de tous les organismes vivants à partir de leurs ancêtres communs n'existent plus. Et donc ça continue comme ça. Il dit il n'y a plus ces chaînons manquants, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Autre chose, c'est qu'on nous dit, mais il y a des fossiles, on va vous les montrer, regardez les photos, ces fossiles, mais ils ressemblent et c'est vraiment photocopie des organismes modernes, donc ils n'ont pas évolué. Mais je dis, attendez, c'est pas comme ça qu'on fait de la science. Il faut faire l'étude génétique, il faut faire l'étude radiative, etc. Et c'est pas juste en montrant des fossiles comme ça qu'on dit, bah regardez, ils ressemblent. Non, ce n'est pas comme ça. Et deuxièmement, des animaux, mais évidemment, il y a des animaux qui sont restés stables, qui n'ont pas évolué pendant des millions d'années. Et bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsque le milieu est stable et adéquat à cet organisme, l'organisme ne fait pas d'évolution. Même s'il y a une mutation, cette mutation ne lui permettrait pas de s'adapter mieux à un milieu où il est déjà adapté. Donc c'est normal que lorsqu'on est complètement adapté à un milieu et que ce milieu n'évolue pas, eh bien il n'y aura pas d'évolution de cet organisme-là. Seulement, il y a eu beaucoup de changements de l'environnement dans le monde. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre, il y a eu beaucoup d'ère glaciale, etc. Et c'est pour ça que les organismes ont dû évoluer. L'explosion cambrienne atteste de la création divine de formes toutes faites. Premièrement, l'explosion cambrienne qui s'est produite il y a 500 à 550 millions d'années, où il y a eu effectivement une floraison d'activités biologiques et une éclosion de beaucoup d'espèces, eh bien celle-là, elle a duré 10 à 20 millions d'années. Mais vous imaginez, c'est pas une création momentanée. 10 à 20 millions d'années. Et deuxièmement, la plupart des animaux que nous connaissons aujourd'hui, y compris les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, n'ont pas été créés durant ce temps-là. Donc, selon les anti-évolutionnistes, Dieu a fait toute sa création en ce moment-là, sur 10-20 millions d'années, mais il a laissé le gros des animaux pour plus tard, d'une manière qui, on ne sait pas comment, selon eux, ça s'est fait. D'accord. Alors, deuxième chose, les mutations sont toujours destructrices. J'ai une liste ici. Désolé de vraiment passer hyper rapidement. J'ai une liste ici de mutations qui sont positives, constructives, qui ont aidé à l'évolution et que l'on observe aujourd'hui dans le laboratoire, y compris dans l'expérience de Lenski qui a été mentionnée indirectement tout à l'heure et qui a montré qu'il y a effectivement des mutations positives et d'autres idées comme ça. Par exemple, et je prendrai seulement 15 secondes pour expliquer pourquoi ce fameux chiffre de 10 puissance 950 ou 10 puissance moins 950 est complètement erroné, archi faux, voire ridicule. C'est parce que dire que les protéines ne pouvaient pas se former comme ça
ça que la probabilité est nulle. On ne peut pas former quelque chose d'aussi complexe comme ça. C'est parce que ces gens-là pensent qu'on forme des structures complexes de ce genre-là en rassemblant d'un seul coup toutes les parties ou toutes les composantes, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Évidemment, c'est comme dire que l'atome d'uranium n'a pas pu se former. On ne peut pas avoir d'atome d'uranium. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rassembler 92 protons, 146 neutrons et 92 électrons d'un seul coup comme ça, et voilà, vous avez l'atome d'uranium. Mais l'atome d'uranium ne s'est jamais formé comme ça. Sinon, j'aurais jamais pu enseigner ni la physique, encore moins l'astrophysique. Je vous remercie. On continuera après, j'espère. Merci de Belgessoum. Donc je vais demander maintenant à Oktar Babouna, qui est en fait le dernier intervenant de cette première partie. Donc Oktar Babouna, qui est le représentant de Haroun Yahya, qui lui bénéficiera de 5 minutes de plus en raison de la traduction, puisque la traduction se fera de l'anglais vers le français, donc il aura 15 minutes d'intervention. Hello everybody, my name is Oktar Babouna. I'm a medical doctor from Turkey and neurosurgeon, and I will represent Mr. Haroun Yahya, and who is the pen name of Mr. Adnan Oktar, who has more than 300 books and Atlas of Creation. So basically, you heard all the speakers. Darwinism proposes the lie that life emerged by natural events, by chance, by two mechanisms, natural selection and mutation, which are random events by chance, and the species evolved to other species progressively and through transitions by chance. The reason why Darwinism is defended against so many scientific evidences is to keep atheism alive. For example, Richard Dawkins, who is the #1 evolutionist of the world, Dawkins says here, before Darwin it was difficult to be an intellectually fulfilled atheist, and Darwin made it easy to become an intellectual atheist. That is the reason why Darwinism is defended against so many scientific evidences, against the fossil evidence, against the evidences from molecular biology and the genetics. Another atheist, who is the founder of Advancement of Atheism in the United States, his name is Charles Smith. He says, evolution is atheism, because it denies the existence of a creator. Basically, Darwinism is the application of the materialism onto the nature. Materialism is an old pagan religion which goes back to the time of the Greeks, ancient Greeks. However, although materialism absolutely rejects the existence of anything beyond matter, science is not obliged to accept such a dogma. Science means exploring nature and deriving conclusion from one's findings. And if these findings lead to conclusion that nature is created, science to accept this. This is the duty of a true scientist, not defending impossible scenarios by clinging to the outdated materialist dogmas of the 19th century. So basically, chance is the false god of the Darwinism. Now, if you check fundamentally, if evolution is possible by random events, by natural selection and mutation, the answer is impossible, because the protein molecules, these are the basic building blocks of the living things. For example, in your body is more than 100,000 different protein molecules. They are hormones, enzymes, and they are structural proteins also. The answer is impossible. For the formation of a single protein, other proteins must exist. This is the most powerful evidence which refute Darwinism, which refute evolution. For a single protein to emerge, 100 proteins must exist. This is not enough. DNA must exist. Not enough. Mitochondria must exist, energy power stations. A complete living cell must exist to produce a single protein molecule. This is the most powerful evidence which defeats Darwinism completely, demolishes Darwinism. So this is also supported by the fossil evidence, because in the fossil evidence, the first living cell, which is a cyanobacteria, appears all of a sudden, sudden creation, 3.8 billion years ago. In Australia Chert region, the first cyanobacteria, which is red-blue algae, which can do photosynthesis, appears all of a sudden. It does not appear progressively. In fact, cell cannot appear progressively, because any of the organelles is missing or defective, it cannot remain alive. Therefore, the first cell on Earth was necessarily a complete cell, possessing all these required functions and organelles, and this definitely means it is created, and cyanobacteria fossil confirms this fact. And they never change for 3.8 billion years. That means no evolution. There are two imaginary mechanisms of evolution: natural selection and mutation. You see over here. Natural selection holds that the living things which are more suited to the natural conditions of their habitat will succeed and produce an offspring. Those which unfit will vanish. For example, a herd of deer, if they are threatened by the predators, of course the ones which run fast will survive. However, no matter how long this process goes on,
there will be only faster running deer. It will not transform deer to other species because natural selection that doesn't have an evolutionary power, it is not capable of planning and foresight. It cannot decide what is good, what is bad for the living things. It cannot change the DNA by any means. That is the reason why neo-Darwinism has had to add mutations. Mutations are random changes, breaks or replacements in the DNA. Mutations are always harmful. There are only 1% neutral, not harmful, not useful, not beneficial, but mutations cannot generate new genetic information, brand new genes, brand new proteins, brand new organs, and brand new species is impossible genetically in molecular biology. There is only these mechanisms created by God. Replication of the DNA, nucleotide by nucleotide, letter by letter, like a photocopy, copying the DNA, and the shuffling of the genes. Shuffling of the genes is mixing up the genetic information. That generates variation. This is not evolution because new genetic information cannot be generated. From the first man on, Adam, peace be upon him, we have the same genetic information, only mixed up genes. By crossing over mechanism and by and other mechanisms, and also epigenetics, which doesn't change the DNA, which only affects gene expression. These are molecular biology and genetic evidences where evolution is impossible. Genetic evidence does not change, which is also supported by fossil evidence. Now, I will go into the fossils also. This is from Charles Darwin. Charles Darwin says natural selection can do nothing until favorable variations chance to occur. That's the reason why they had to add the mutations I told you. Mutations are only harmful. Okay, I will go into the fossil evidence right now. Fossils are remnants of the living things which are lived in the past. So only from the fossil evidence we can know whether evolution is possible or not. And if you look at the fossil evidence, it is asserted by the evolutionists, species evolved to other species gradually by successive minor variations over billions of years. Then evolutionists have to show us these successive minor changes in the fossilized examples, half fish, half reptile, half bird, pathological and asymmetrical forms. And these imaginary forms are called transitional forms. However, if you check the fossil evidence, we see species appear abruptly, complete, and perfectly formed. For example, this is a brittle star. This is a real fossil, not illustrations like, for example, Mr. Stone or other people have shown. These are not illustrations, real fossils, 490 million years old. And if I show you the today's form, doesn't change at all, not even a little bit millimetrically the same. And we have fossils of 3.8 billion years old cyanobacteria, exactly the same. 500 million year old, 100 million year old, never changed. 400 million fossils prove the fact of sudden creation, not creation through evolution. Now, of course, if we go further, this is Richard Dawkins. He cannot answer any beneficial mutation. He was asked to give one beneficial mutation. This is the transitional forms I showed you. For example, evolutionists claim starfish evolved into fish. Starfish fossils, fish fossils we have. Do we have any of these transitions? Not even a single one. All the transitional forms, so-called transitional forms, they showed were extinct species. For example, Ichthyostega, Acanthostega are extinct amphibians. Tiktaalik roseus turned out to be a forgery. A skull of Alligator sinensis, similar to Alligator simensis, a fish body was added, and that is a forgery. It is not a transitional form. There are no transitional forms whatsoever. 400 million fossils, and we have the Creation Atlas, thousands of them. No change means no evolution, of course. Now, I will go further, actually. This is the fossil evidence which also refutes the evolution. And this is from Charles Darwin. I'm not going to read it, I don't have time, but he says there are no transitional forms. Charles Darwin says no transitional forms means no evolution, and he admitted that. If you look at today's paleontologists, very famous, everybody knows them. Niles Eldridge, he says the record jumps, and all the evidence shows that the record is real. Record jumps means species appear separately, no transitions, no evolution. And he is one of the most prominent paleontologists of the world. And Stephen Jay Gould says stasis and sudden appearance of the fossils, that means no evolution, no transitional forms. Who says that? All the prominent evolutionists of the world. And Cambrian age, 540 million years ago, 50 different animal groups. 50 different animals according to body structure, crustaceans, for example, mollusks, and the other animals. 50 of them appeared all of a sudden. Only 3 of them exist before the Cambrian. 50 of them appear without any evolutionary history. That means sudden creation by God, not through evolution. So fossil evidence confirms the fact that God created
all of a sudden, the species separately, you see, this is the allegation of evolution. This is the real fossil evidence. Cambrian period, 50 different phylums appear all of a sudden without any history. Sudden appearance means, of course, sudden creation, not through evolution. And trilobite fossil, the eye, this is the first eye with 3,000 lenses, appear all of a sudden, not progressively. The eye appears all of a sudden as an organ. All the organs, wings and lungs, gills appear all of a sudden. In fact, half organs, they never function. They cannot function, they cannot survive. So we see the sudden evidences of sudden creation, always. Again, Charles Darwin, and he talks about the eye, and I go very fast. And these are the living fossils that you see over here, 95 million year old flying fish, exactly the same, no change, no evolution, no change, no evolution. And also crocodile, 100 million, no change, no evolution. And even the plants, these are the winged ants. And these are real fossils you see over, not illustrations. Illustrations doesn't have any scientific value, and you cannot estimate the soft tissues based on the skeletal evidence. So illustrations doesn't have any scientific value. If you give a skeleton to 100 different artists, they do 100 different illustrations. Australopithecus is southern ape, Homo habilis is an ape with small skull, long arms, long, short legs, prominences to grab the branches of the trees, and stooped forward walking. And humans are humans. We have soul, we can build civilizations, we can do take the electron microscope and do our research on our bodies because we have a soul. And this fact indicated in the Quran also. In the Quran, Allah gives the evidences of sudden creation, miraculous creation. For example, the Moses throws his staff on the ground. The wood staff transforms into a snake. Is it over millions of years gradually? No. All of a sudden, sudden creation. The Isa, Jesus, peace be upon him, breathes, shapes the mud like a bird, breathes into that, it transforms all of a sudden into a living bird. Is that through evolution? Of course not. The maidens in the paradise, are they created through evolution? Of course not. Okay. So why do some people try to fit this evolution nonsense into the Quran? Because they see Darwinism as a majority. They try to find a middle path. They want to be accepted by the evolutionists. They try, against the scientific evidences, they force some verses in the Quran to change them to fit into the evolution. And they try to accept this non-scientific claims of the evolution. But evolution never happened. Darwinism, which claims the origin of life by chance, is definitely refuted by all the scientific evidences. 400 million fossils and the impossibility of the proteins emerge by chance. And we know from genetics and molecular biology there is no mechanism which can generate the new genetic evidence. And all the samples given, for example, lactate intolerance or CCR5, I can explain you in detail, they all show loss of genetic information. These living beings we have shown in the laboratories, I'm a neurosurgeon, okay, they are crippled. Because of being crippled, sometimes in some environments there is some benefit. Basically, science is 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Non, mais pour l'intervention, non, pour la traduction, mais il reste 3 minutes pour la traduction. Okay. Tout à fait. Science is anti-atheist, anti-Darwinist, anti-evolutionist. Thank you.